date qui a une semaine qui a demandé l'homologation et un laboratoire Illizi, ce qui fait que c'est parti vraiment au fin fond de l'Algérie. Il y a eu un comité scientifique qui a pu délivrer une certaine recommandations tout au long de l'épidémie. Qui a été créé spécialement qui a été créé justement pour suivre et donner des orientations. Et ensuite, il y a eu, en dernier lieu, la vaccination, on y est plein. Donc je pense que tous les aspects de gestion d'une épidémie ont été pris en compte par notre pays. Oui, docteur Mehiaoui, professeur Mehiaoui, sur la même question, hein, nous disions un mot à l'instant justement sur ce comité scientifique qui a suivi justement cette pandémie. Comment jugez-vous aujourd'hui la prise en charge ou la gestion de cette pandémie, un échec ou une réussite ? Donc, comme je disais, on sait d'où on est parti, une pandémie surprise qui a impacté pratiquement le monde entier, y compris l'Algérie, et aucun système de santé au monde n'était prêt à gérer cette pandémie. On ne savait pas ce qu'il y a de nouveaux virus, nouvelles infections. On voyait que l'infection était à 10 000 km dans l'Algérie, en Chine. On ne pensait jamais qu'en Algérie, on allait recevoir le virus. Il aurait traversé 2 ou 3 continents pour arriver chez nous. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tout de suite, les choses ont été prises en main, la mobilisation des lits, des ressources humaines, l'organisation, les doubles vacations, Covid, non-Covid dans les hôpitaux, l'arrêt immédiat des urgences des activités médico-chirurgicales pour mobiliser le maximum de lits, de réa, d'hospitalisation, les services d'infectieux, de diabétos, de médecine interne et les services de réa ont été tous dédiés. Donc d'emblée, toutes les mesures ont été prises de façon pragmatique pour essayer de contrecarrer cette pandémie. Et les décisions aussi à l'échelle gouvernementale de fermer les frontières, de fermer les espaces où les gens se regroupaient, etc., a eu un impact important dans la suite des événements, bien qu'on a eu les 2 grands pics que tout le monde collait. Mais actuellement, honnêtement, l'installation du comité scientifique, bien entendu, avec plus de 100 recommandations, des instructions à toutes les wilayas. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Algérie est dans une position confortable au vu de la situation épidémiologique dans notre pays. Oui, on essaiera de toutes les manières de revenir sur justement, parce que quand vous parlez comme ça, effectivement, en finalité, nous avons réussi peut-être à gérer, mais il y a eu beaucoup de lacunes tout au long de cette année. On essayera d'y revenir. Le docteur Yousfi vient de nous rejoindre. Bonsoir, docteur Yousfi. Je rappelle que vous êtes chef de service infectiologie au niveau de l'hôpital de Boufarik. Merci. Voilà, merci d'être venu. Nous disions à l'instant, justement, en préambule, que ça fait une année que nous vivons cette pandémie, hein, mars 2020, mars 2021. Je pense que vous êtes bien placé pour en parler. Vous étiez les premiers, vous êtes le service de référence d'infectiologie en Algérie. Aujourd'hui, que pensez-vous, c'est une question qui peut vous paraître directe, que pensez-vous de la manière dont a été gérée cette pandémie, un échec ou une réussite? Merci pour l'invitation. Désolé pour d'être arrivé un peu en retard. C'est clair. Avec le recul, on se demande est-ce que vraiment on a vécu une année, parce que c'est énorme ce qui a été fait depuis, en tout cas de mémoire, depuis 40 ans qu'on est dans la santé publique. En termes d'infectiologue, on n'a pas eu d'événements pareils. Comme ça a été dit par mes collègues, aussi bien au niveau international, mais en Algérie. Mais surtout, je vous ai dit, en tant qu'infectiologue et en tant que chef de service maladies infectieuses de Boufarik, avec ce service de référence, qui a accueilli les premières, la dame et sa fille, les premiers cas, et qui ont été confirmés le 1er mars. Et je salue à la même occasion, et on est là à CDFOS, je salue donc tous nos amis de CDFOS qui nous ont accompagnés pratiquement depuis une année pour cela. Je vous dis, là, il y a eu un engagement important. Et je tiens à saluer, si vous le permettez, tous les professionnels de la santé, mais particulièrement, je dis encore particulièrement, l'équipe de Boufarik et particulièrement l'équipe maladie infectieuse, parce que ce qui a été fait est énorme depuis une année. Au vu, vous avez parlé tout à l'heure, au vu des moyens qu'on a. Il ne faut pas oublier que c'est une pandémie qui est arrivée chez nous, que c'est quelque chose
que personne donc n'attendait ni ne connaissait. Et lorsqu'on avait vu les milliers de morts en face en Italie et en France, surtout en Italie, il faut dire aussi avec l'état de notre système de santé avant la pandémie, on avait très très peur de vivre. Alhamdoulilah, on n'a pas eu ce niveau. Mais toujours est-il que c'était un défi important. Ce défi, nous l'avons relevé. Et encore une fois, excusez-moi, j'arrive pas, je rends hommage à ces professeurs de la santé, mais particulièrement je vous dis de Boufarik, le Talhi Jamal, le premier, donc l'ambulancier, donc l'Itoufa, beaucoup donc de contaminés. Mais je vous dis, je reviens à Boufarik, pourquoi? Parce que il faut pas l'oublier, on a tendance à l'oublier, c'est un hôpital de 1872 qui n'a pas du tout les moyens modernes donc qu'on a dans tous les hôpitaux d'Algérie, avec une équipe formée essentiellement, donc en grande partie de dames que je tiens à saluer. Dans la grande partie, particulièrement les médecins, habitent Alger, qui font la navette. C'est cette équipe, malgré qu'on avait demandé, et là vous parlez aussi des bonnes choses, on avait demandé d'être renforcé, on n'a jamais été renforcé. Nous avons travaillé dans ce cadre, dans ces conditions, avec une équipe complètement engagée. C'est ce qu'on avait comme moyen. Les seules choses dont on avait, c'est-à-dire qui étaient à notre disposition, c'est les moyens de protection. Il n'y avait pas de problème. Mais tout le reste, la structure, je vous ai dit, le personnel très limité, c'est totalement différent. Là, vous parlez, tout à l'heure, on parlait de relais totalement différent des autres hôpitaux. C'est la même équipe. C'est la même équipe qui a travaillé pendant des mois durant sans s'arrêter. Pendant une année, et avec aussi des moyens, encore une fois, et on est à l'Institut Pasteur, avec des moyens diagnostiques qu'on n'avait pas. On n'avait pas de PCR. Et je salue encore une fois l'équipe de l'Institut Pasteur qui nous a accompagnés depuis le 29 février jusqu'à il n'y a pas longtemps, où on a eu un appareil il y a moins de 2 mois. Donc c'est un travail énorme, et c'est pour ça que je vous ai dit, lorsqu'on réfléchit comme ça, on se demande comment on a pu faire ça, comment on a pu tenir... Mais c'est ça. Et il y a eu beaucoup d'engagement finalement, Dr Yousfi. Absolument. Et je terminerai par... J'oubliais que près de 4000 malades, c'est le plus grand hôpital en Algérie en termes de prise en charge de près de 4000 malades ont été hospitalisés. Plus de 25 000 malades sont passés aux urgences de maladies infectieuses de l'hôpital de Boufarik, et plus de 20 000 prélèvements ont été faits par cette équipe. Docteur Mihoub, vous êtes également de la wilaya de Blida, hein, vous venez du CHU de Blida, de la réanimation, particulièrement aussi une réanimation qui a vu défiler un grand nombre de malades. Comment vous évaluez aujourd'hui la gestion de cette crise? Alors je dirais ça a démarré difficilement. C'est vrai que ça n'a pas été facile au début parce que l'épidémie était là, le nombre de malades commençait à augmenter, et personne n'était préparé à cette épidémie en fait. Et les premiers malades, les premiers temps ont été très durs pour nous. Moi, je vous dirais, sur le plan pratique, ça n'a pas été facile. Les premiers cas, on les avait reçus au niveau des urgences médico-chirurgicales. Après, heureusement... il y a eu une organisation qui s'est installée. Oui, heureusement. Il y a eu une organisation, il y a eu des structures qui ont été dédiées carrément pour la prise en charge du Covid. Une structure dédiée pour la réanimation Covid-19. Là, on était beaucoup plus à l'aise. Il y a eu une structuration du travail, une organisation. Il y a eu un déploiement de matériel. Voilà, on recevait le matériel de protection. Donc, même en ressources humaines, il y avait une organisation interne au sein de l'hôpital. Là, on se sentait mieux. On arrivait à gérer mieux cette maladie, en fait, est inconnue. On ne connaissait pas grand-chose. On avait des échos de Chine, d'Italie, de France, des États-Unis, mais en réalité, chez nous, le nombre de malades commençait modestement à augmenter, et nous, on avait peur. Après, on s'est habitué. Il y a eu des recommandations qui nous ont aidés. Il y a eu de l'aide. Après, même entre nous, on s'est vraiment engagés et je dirais pas échec carrément quand même, ça a mal démarré, mais après je pense que le train a pris son... Il a été mis sur rail finalement. Tout à fait. Professeur Benatman, je vous poserai la même question. Dites-nous un peu comment vous évaluez au niveau déjà de la psychiatrie
Je pense qu'à un moment donné, beaucoup de choses ont été à l'arrêt, mais par la suite, comment ça s'est passé, dites-nous? Bien sûr, nous aussi, nous avons notre part un petit peu de cette pandémie. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons eu peur au début de la pandémie. Pourquoi? Parce qu'en parcourant la littérature et en ayant beaucoup de contacts avec mes anciens collaborateurs qui sont en France, bon, ils nous ont rapporté dans un premier cas que beaucoup de malades ont infecté le personnel médical. Et du coup, en France, les soignants étaient beaucoup plus atteints que leurs malades. Bon, on avait peur à travers cette illustration. Donc nous avons réduit le nombre d'hospitalisations. Et fort heureusement, il y avait une instruction ministérielle qui nous a demandé de réduire le nombre d'hospitalisations parce que vous savez que les patients atteints de troubles psychiatriques ignorent un petit peu cette maladie, ils sont profanes de par leur maladie parce qu'ils ont une vie, disons, relativement parallèle à la nôtre. Donc ils ne sont pas très au fait de cette maladie, donc les mesures de distanciation, tout ce qu'il est de faire, ils ne le respectent pas. Donc on avait peur qu'il y ait une pandémie qui va encore s'étendre par le biais des malades mentaux. Mais j'ai été surpris, agréablement surpris, parce que durant une année pratiquement, 0 malade atteint de maladie psychiatrique n'a été atteint à ce jour. Oui. Du moins les malades qui sont hospitalisés dans mon service. Le personnel, il y a un personnel qui a été atteint comme tout le personnel du CHU Mustapha. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est toujours en comparaison avec nos voisins ou de ce qui se passe en France, j'ai eu des échos comme quoi il y a des services complètement pleins de Covid psychiatrique. Chose qui n'existe pas chez nous, donc je me réjouis par rapport à ça. Mais il ne faut pas crier victoire. Pourquoi? Parce que ce qu'on a remarqué parallèlement, le nombre de malades mentaux atteints de Covid est pratiquement 0, mais par contre, on a une incidence de maladies mentales et une recrudescence de demandes d'hospitalisation. Nous sommes full depuis 2 mois et demi. C'est un point que nous allons développer tout à l'heure, docteur Benaïtmen. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder justement un sujet qui va peut-être retracer pour nous la rétrospective de cette année. C'est un sujet signé Yanis Ait Belkacem. Regardez. Entre marché d'animaux ou laboratoire scientifique, la polémique sera toujours posée. Cependant, le constat est amer, des millions de personnes sont mortes suite à des cas de pneumonie. La Covid-19 a été identifiée et s'est vite propagée partout dans le monde. Le 5 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé publie son premier bulletin sur les flambées épidémiques et annonce une pandémie mondiale. À l'instar d'autres pays, l'Algérie a aussi eu son cluster et c'est la wilaya de Blida qui a enregistré la première victime de la Covid-19. Le 23 mars 2020, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait ordonné un confinement partiel à Alger et d'autres wilayas et un confinement total dans la wilaya de Blida, ce qui a donné suite à la fermeture de tous les espaces et lieux de rassemblement. Suite à la propagation rapide du virus sur tout le territoire national et sous l'instruction du président de la République, un comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus est créé. Dans les hôpitaux, la situation se dégrade. Le personnel du corps médical sent débordé par le nombre de cas de Covid-19 et tire la sonnette d'alarme. Le corps médical enregistre plusieurs cas de contamination à la Covid-19 et plus d'une centaine de médecins décédés. Après quelques temps, la situation est légèrement maîtrisée. Le gouvernement annonce le premier déconfinement après 5 mois. Des mesures barrières sont alors instaurées et obligatoires, mais cela n'a pas suffi. Le pays fait face à une recrudescence. Les autorités décident de reconduire le confinement. Vient ensuite la deuxième vague. En mois de novembre, les hôpitaux sont saturés. Le corps médical est sans espoir et essaye tant bien que mal d'éviter le pire. Voilà que le vaccin contre la Covid-19 est découvert en un temps record. L'Algérie reçoit le premier lot de vaccination russe Sputnik V, puis le britannique AstraZeneca et d'autres lots de Chine et de l'Inde. Le 1er février, lancement de la première campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la wilaya de Blida. Du ministère de la Santé, au niveau du serveur du ministère de la Santé. C'est un sentiment particulier que je ressens car je suis la première citoyenne à être vaccinée. Je lance un appel à tous les Algériens à se faire vacciner pour endiguer la propagation du virus afin de protéger notre santé ainsi que celle de nos parents et nos familles. Je tiens aussi à remercier tout le personnel soignant qui a fait preuve d'un grand professionnalisme et qui s'est sacrifié durant cette lutte contre la pandémie. Ce sont de véritables héros. L'État lance une stratégie vaccinale modulable et flexible
flexible de manière à toucher toutes les populations ciblées. Alors que les Algériens entament le vaccin contre la Covid-19 avec beaucoup d'appréhension, voilà que la nouvelle variante fait surface. Alors, le sujet que nous venons de voir retrace un peu cette année que nous venons de vivre. Docteur Yousfi, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? On n'a pas vu beaucoup d'images de Blida, mais on en a parlé. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? C'est un film qu'on est en train de... Votre micro. Encore une fois, c'est un film qu'on est en train de dérouler. Donc là, c'est comme si c'était hier. Donc lorsqu'on voit ce qu'on a vécu non-stop depuis une année, c'est énorme. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est grâce à cet engagement important de ces professionnels de la santé. C'est vrai que ça a complètement chamboulé, j'allais dire, aussi bien l'organisation, le fonctionnement, la vie de ces professionnels de la santé, en dehors bien sûr des citoyens. Il ne faut pas oublier que beaucoup de gens ont été impactés, donc beaucoup de gens ont été coupés de leur famille jusqu'à maintenant, donc oui. À cause de ça c'est un point très important, oui, hein. Beaucoup de gens ne voyaient pas leur famille pendant des mois. Le côté social, on a tendance peut-être à l'oublier chez les professionnels de la santé, et là avec mon ami Bladman, donc il sait donc de quoi je parle, donc avec toutes les répercussions psychiques donc de ces malades, et automatiquement donc là il est encore tôt pour faire, on va dire, le bilan et l'évaluation. Oui. Si vous le permettez, juste un petit point, vous l'avez dit tout à l'heure en termes d'évaluation, parce que tout à l'heure j'avais entendu il y avait une organisation, il y a une organisation. Il y a une organisation, il y a eu donc une redynamisation donc du plan donc qui a été mis en place pour lutter contre les épidémies en 2002, qui a été donc à chaque fois réactivé avec le H1N1, avec l'Ebola, avec le choléra qu'on a vécu aussi à Boufaï. Les DSP ont été donc instruits pour installer dans les différents hôpitaux. Mais il faut le dire. Il faut dire, parce que là, il faut qu'on tire les leçons. Absolument. En termes d'application de ces dispositifs, la consoeur a parlé de Blida. Il y avait bien un plan qui a été mis en place. Mais après, lorsqu'on est passé à la mise en application, on a trouvé autre chose, et la problématique, c'est essentiellement cette mise en application du plan et cette coordination entre les différents services au niveau d'un hôpital, entre les différents hôpitaux, entre les différents wilayas. C'est ça qui nous a manqué. C'est malgré tout. Ça, c'est un point noir, hein, qu'on retiendra de la gestion de cette crise. Qu'a fait le ministère de la Santé, qu'a fait le comité scientifique. Mais la problématique est à ce niveau. C'est qu'on a les moyens, et on avait les moyens, et jusqu'à présent, on avait les moyens. Et un dernier point, si vous le permettez aussi, bien sûr. Et je ne peux pas ne pas le dire ici à l'Institut Pasteur, là aussi, on avait prévenu, et le directeur général de l'Institut Pasteur est en face de moi, donc juste avant, c'est pour le problème des kits donc de prélèvement de PCR. C'est ma prochaine question, docteur juste Yousfi. avant, oui. Non mais je voulais juste, comme témoignage, on a vécu un gros problème au début, parce qu'on n'a pas pris l'initiative au début, malgré donc notre appel, et c'est après que les kits sont arrivés, et c'est ça qui a obligé le comité scientifique à mettre l'instruction d'utiliser le scanner au lieu de docteur Drar, justement, le docteur Yousfi me tend une perche. Le total des cas confirmés aujourd'hui de coronavirus s'élève à peu près à 120 000 cas, j'arrondis. Celui des décès à 3 013 cas passés, alors que le nombre de patients guéris dépasse les 79 000 cas. Beaucoup diront que ces chiffres sont en deçà de la réalité des choses. Est-ce que vous confirmez que l'un des points noirs de la gestion de la crise a été la non-maîtrise des chiffres, un point très important en épidémiologie? Je ne suis pas le référent en épidémiologie, mais ce que je peux dire, c'est que même si... On n'a peut-être pas dominé les chiffres aussi, parce qu'on n'a pas fait suffisamment de dépistage. C'est par rapport à ça que je vous pose la question. Je ne crois pas. Bon, on reviendra sur le dépistage, mais vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que vous générez des données en temps réel. Dans toutes les pandémies passées, on avait un bilan qui était fait après les pandémies. Que ce soit en 18, en 57, en 68, en 17, et même dans l'épidémie H1N1, on avait des bilans à la fin de la pandémie. Mais là, on a réussi, ça c'est une réussite sur un plan mondial, c'est qu'on arrivait à avoir des données
qui était jour par jour. Et d'ailleurs, on avait même des données qui se contredisaient en 2 à 3 jours après. Et donc les chiffres, à mon avis, représentaient une double face. Des fois, ils jouaient un rôle qui permettait des orientations dans la stratégie, mais des fois, on les manipulait pour d'autres situations qui forcément gênaient un peu l'évolution de la stratégie. Et donc, ce qui était important, c'est de regarder les tendances qui vous permettaient de savoir ce que vous faites en termes de dépistage, par exemple. Ça, même si on est parti au départ avec peu de moyens, parce que rappelons-le, avant la pandémie, on ne surveillait pas beaucoup les virus respiratoires. À part le laboratoire de Pasteur qui surveillait la grippe, dans un réseau de surveillance nationale, mais on ne surveillait pas. Et donc la demande en termes de kits de prélèvement, ou la demande en termes de diagnostic, n'existait pas avec la pandémie. Et la demande est venue subitement avec une grande cadence durant la pandémie. On a fait combien de dépistages en tout, docteur Drar? Je n'ai pas un chiffre en tête, mais ce que je sais, ce qui est très important pour moi, c'est qu'on puisse avoir du dépistage dans toutes les wilayas. Ça, c'est déjà un énorme gain en termes de... La meilleure chose qui va nous réjouir à l'issue de cette pandémie, c'est qu'on a réussi à avoir des diagnostics dans toutes les wilayas, pratiquement dans toutes les wilayas du pays. Et ça, ce qui est à retenir. Parce qu'à côté de ça, pour parler dans une politique de dépistage, il faut que d'abord, par exemple, que la PCR soit un acte dans la nomenclature des actes. Parce que si vous avez ce qu'on dit les FNS ou les glycémies qui sont dans la nomenclature des actes existent. Il y a aussi un problème de formation qui s'est posé aussi pendant cette crise. La PCR n'existe pas. Et il faut d'abord, comme elle a dit, dans les structures de santé, vous arrivez à faire un budget qui est spécifique pour les PCR, ce n'est pas chose donnée. Donc tout ça va interpeller à l'issue de cette pandémie pour revoir ce côté-là, pour bien sûr se préparer, parce que je me dis toujours qu'il y aura des pandémies dans le futur. Oui. Et ça, c'est... Pourquoi on ne s'oriente pas vers les autotests, docteur Drar, qui se font aujourd'hui en Europe, en Allemagne et dans d'autres pays? Il faut d'abord qu'il y ait des recommandations qui sont basées sur l'efficience en termes de sensibilité, spécificité, parce que l'erreur à faire, c'est de donner au bon vouloir des utilisateurs les tests. Il faut d'abord qu'il y ait une validation, il faut d'abord qu'on soit éduqué en termes d'approche de tests de dépistage, de tests rapides, de tests antigéniques. Tout ça est un vocabulaire nouveau en Algérie. S'il y a des pays, par exemple, qui sont plus développés... Je vous pose cette question, si vous permettez, parce qu'aujourd'hui, quand même, la situation est stable. Il reste quelques foyers résiduels. Peut-être que ce genre de test nous permettrait justement de venir à bout de ces foyers qui restent. Moi, je suis adepte de maîtriser ce qu'on a. Parce que si on utilise des choses qu'on n'a pas, ça peut prêter à confusion. C'est pour ça que dans le comité scientifique, on est allé doucement en termes de recommandations. On a laissé faire la PCR pour que les gens s'en prennent. On a eu pression pour faire les tests antigéniques parce qu'on entendait de partout. On a eu, rappelez-vous, les tests rapides au départ, qui étaient le test qui combinait la recherche des anticorps antigènes. Il y a eu beaucoup de problèmes parce que les gens ne sont pas rodés à leur utilisation. Donc il a fallu laisser utiliser la PCR. Ensuite, il y a eu les tests antigéniques qui commencent maintenant à bien être utilisés. Tout ça, dans les prochains mois, vous saurez que ça rentrera dans les mœurs des laboratoires. Oui. Professeur Mahiaoui, j'aimerais vous faire réagir justement sur cette problématique de chiffres. Est-ce que vous pensez que les chiffres aujourd'hui communiqués par le comité scientifique, tous les soirs d'ailleurs, à la télévision, sont représentatifs de la réalité des choses? Est-ce que vous pensez qu'on aurait peut-être mieux géré la crise si nous avions dépisté plus? Effectivement, plus on dépiste, plus on trouve. C'est clair que beaucoup de pays n'ont pas pu faire de dépistage massif au départ. C'est par l'évolution et vous savez qu'on est parti d'un laboratoire en Algérie à 83 laboratoires actuellement. Et bien entendu, le dépistage à grande échelle va retrouver beaucoup y compris les cas qui ont été diagnostiqués, traités selon les PCR, selon le scanner. Il faut oublier, comme a dit le professeur Yousfi, qu'au départ, on avait un problème de réponse de la PCR. Ça mettait une semaine, quelquefois plus, pour avoir le résultat. Et on ne pouvait pas attendre, il fallait démarrer le traitement. Donc on a trouvé la recommandation pour instaurer le diagnostic par le scanner via un faisceau d'arguments cliniques corrects, ce qui a permis de traiter rapidement les malades et de ne pas les laisser s'aggraver, tout en sachant que plus un malade s'aggravait, plus c'était difficile de le tirer d'affaire. Donc l'avènement d'examens radiologiques pour essayer de nous aider à faire le diagnostic et traiter le traitement est venu, et pratiquement c'est du simple au double. On a, je ne sais pas, 130 000 PCR, on a pratiquement la même chose en matière de scanner.
Donc on dit que, voilà, et la définition du cas positif Covid-19 était liée uniquement à la PCR positive. C'était les recommandations de l'OMS. Donc on ne pouvait pas déroger à ça et proposer des diagnostics. Néanmoins, après est venu un moment l'avènement des tests sérologiques où on faisait des tests sérologiques et on disait aux gens vous avez pas, sur des arguments qui n'étaient pas valables au plan définition du cas. Et actuellement, vous avez parlé des autotests actuellement, et nous, au contraire, à l'échelle internationale, même chez nous, au moment où il y a le variant, on ne peut pas donner de l'autotest à quelqu'un alors qu'il y a un variant qui circule. Donc éventuellement, maintenant, il faut plutôt un dépistage massif avec PCR et encore aller vers le séquençage pour essayer d'enrayer cette nouvelle épidémie. En fait, c'est une épidémie dans l'épidémie. C'est une question prévue, docteur Mahiaoui. Docteur Mihoub, alors la situation, quelle est la situation aujourd'hui? On le dit depuis tout à l'heure que la situation est plutôt stable au niveau de nos hôpitaux. Est-ce qu'on peut avoir un retour de votre part, vous qui êtes sur le terrain? Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de la réanimation de votre hôpital? Et selon vous, quel a été le point noir dans la gestion de cette crise? D'accord. Donc, bon, je vais parler de la situation actuelle. Je peux dire que maintenant, en réanimation, ça s'est réellement stabilisé. Donc, on est aux alentours de... Un taux d'occupation de combien? Oui, on est aux alentours de 8 à 10, en moyenne de 10 malades en réanimation. Alors qu'avant, on avait une quarantaine de patients en réanimation et une demande, au moment des pics, on avait une demande encore accrue de demande d'hospitalisation. Donc, pour le point noir, je dirais que c'était ces moments-là. On a vécu des pics infernales. Donc, on recevait des demandes d'hospitalisation de partout. On avait des ambulances à l'extérieur qui attendaient. Et notre crainte a toujours été de garde où placer nos patients. C'est de renvoyer des gens par manque de place. Des patients qui nécessitaient de la réanimation et il fallait leur trouver des places. C'est arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Oui, ça c'est arrivé. Heureusement que c'était des périodes très courtes, c'était vraiment des pics. Et après, ça se stabilise. Donc, vous savez, en Algérie, on a eu une sorte de plateau d'évolution de cette... heureusement qu'on n'a pas eu les gros pics comme on a vu en Europe. Heureusement d'ailleurs. On a pu gérer à un autre niveau avec les moyens qu'on avait, les malades, avec le nombre de places qu'on avait. Selon vous, pourquoi on n'a pas atteint les pics qu'on a vus en Europe? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que c'est les mesures de confinement qui ont été prises? Parce qu'on l'a ressenti. Hein. C'est-à-dire au départ, on a eu une affluence. Moi, je vous parle de mars 2020. Au départ, on avait quelques malades. Après, il y a eu une affluence quand même importante. Après les mesures de confinement, on va dire une dizaine, une 15, on a ressenti une diminution, on va dire une décélération quand même du nombre de malades qui arrivaient au niveau de la réanimation. À un moment donné, on a eu même une réanimation vide. Le nombre de malades a diminué jusqu'à 8, 7. Oui, c'est vrai qu'après, on a eu des moments où il y a eu une réascension, donc on a vécu comme ça. Des moments de stabilité et des moments de pic. Ça fluctue en fait. Et ça fluctue, exactement. Je pense que le docteur Yousfi veut réagir sur cette question. Selon vous, pourquoi on n'a pas eu les pics qu'on a vus en Italie et ailleurs? Votre micro, docteur Yousfi. Les chiffres nationaux, pour compléter ce que disait le docteur Mihoub, justement, là on est en train de tourner depuis pratiquement 2 mois sur entre 10 et 20% d'occupation de lits au niveau de l'hôpital. Ce qui est correct? Ce qui est valable, sachant qu'au niveau de notre hôpital, c'était plus de 100%. Absolument. Pas tout le temps. Maintenant, pour la question que vous avez posée, personne jusqu'à présent, il y a des hypothèses qui ont été faites, même l'OMS s'est gouré, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous prévoyait, rappelez-vous, au début des centaines de milliers de cas et de morts en Afrique, en disant, au vu que ce qui se passait dans des systèmes de santé robustes qui ont été mis par terre, c'était des centaines de milliers de cas et des dizaines de milliers de décès, et bien l'Afrique, ça a été la catastrophe, ça allait être la catastrophe. Ça a été donc démenti. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, et c'est valable si vous avez constaté, aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient, que c'est des pays jeunes, que la population est donc, il y a beaucoup de jeunes et qui auraient
Donc l'hypothèse rencontrer ces coronavirus donc dans l'enfance, il y a cette histoire d'immunité croisée. Donc ça a été mis comme première hypothèse. Maintenant, après le climat, l'environnement, mais c'est essentiellement cette hypothèse qui a été jusqu'à présent, mais bien sûr il faut des études pour mais c'est un constat qui a été fait. Effectivement, aussi bien la première vague que la deuxième vague, les niveaux qui étaient en dizaines de milliers en face, nous c'est en centaines, au maximum en milliers. C'est un constat et tant mieux. Vous ne pensez pas que c'est en rapport quand même avec les mesures aussi qui ont été prises ? Non, je suis en train de vous dire le niveau par rapport à l'Europe. Oui. Maintenant, dans notre niveau et dans leur niveau, c'est clair. C'est les mesures. C'est clair que, ça a été dit tout à l'heure dans le reportage, que les mesures qui ont été prises rapidement par les pouvoirs publics et on les attendait, et rappelez-vous le confinement total de Blida, le confinement partiel, la fermeture donc des frontières et bien sûr les mesures barrières en termes de masques, de lavage des mains, etc., ont été le facteur essentiel de la gestion. Mais la même chose, le relâchement de ces mesures barrières a été le facteur de la reprise, rappelez-vous, début juin, juste fin Ramadan malade, et c'était juin, juillet, août, et en octobre et en novembre. Oui. Professeur Ben Athmane, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler un peu de cet aspect peut-être duquel on n'en a pas beaucoup parlé, en tout cas pas assez, l'aspect psychiatrique et l'aspect psychologique de cette pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes peut-être qui sont présentes aujourd'hui autour de ce plateau, nous pensons être sains, mais est-ce que vous pouvez confirmer par exemple que chacun de nous a été affecté d'une manière ou d'une autre par cette pandémie ? Naturellement. Surtout ceux qui sont peut-être dans le milieu médical et qui travaillent depuis des mois sans s'arrêter. Naturellement, je tiens à vous informer que on avait fait une enquête sur les 17 services dédiés au Covid au CHU Mustapha. On a été vraiment surpris par les résultats de l'enquête. C'est ce qu'on appelle le burn-in, c'est-à-dire avant d'arriver au burn-out. Oui. Et on a constaté que plus de 60% du personnel qui travaillait dans le service Covid à 4 mois. Oui. Là maintenant, ça doit être plus. À 4 mois, il y avait plus de 65% qui étaient déjà en phase de pré-burnout pratiquement. Et le personnel féminin était beaucoup plus représenté. Et on devait revoir ces mêmes personnes à une année. Bon, ça va se faire bientôt. Mais une chose est sûre, c'est que le personnel a payé un lourd tribut. De par déjà nos collègues qu'on avait perdus au cours de cette pandémie et les séquelles psychologiques et psychiatriques. Oui. Là, en ce moment, on commence maintenant à recevoir nos collègues pour des arrêts de travail, notamment pour ceux qui sont déjà atteints de Covid, les séquelles telles que l'asthénie. Là, ils sont à bout de souffle. Oui, l'asthénie qui revient assez souvent et ça pose problématique de reprise de travail, de poste aménagé, tout ça, on va le subir. Hein. Ça, concernant déjà le personnel soignant. Pour ce qui est du personnel donc de grand public, là aussi, on a constaté qu'il y a une recrudescence des troubles psychiatriques en rapport naturellement avec le Covid, puisque c'est conjoncturel. Dans cette conjoncture, on ne peut pas écarter le phénomène Covid. Et ce qu'on a constaté, c'est que les services de psychiatrie commencent à devenir de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils s'affichent complets. Oui. Je vous dis, c'est un peu le revers de la médaille. Plus la collègue dit, ainsi que les autres, parlent d'une diminution d'hospitalisation des lits dans les services de médecine ou de chirurgie, nous c'est tout à fait l'inverse. Maintenant, on commence pratiquement, est-ce qu'il s'agit de retour à la vie normale où les patients redécompensent de façon naturelle, ou bien est-ce que c'est les séquelles du Covid? On a le temps aujourd'hui peut-être de voir que quelque chose ne va pas sur le plan psychologique. Bien sûr, parce que les arrêts thérapeutiques qu'il y avait au cours du confinement, etc., on commence maintenant à avoir les décompensations. Les décompensations. Et surtout, ce qui nous inquiète, c'est maintenant le chiffre qui est relativement élevé de personnes déjà naïves de tout traitement psychiatrique, de toute consultation psychiatrique. Oui. Docteur Drar, au tout début de cette pandémie, alors peut-être la problématique, vous en parliez tout à l'heure justement, professeur Mahiaoui aussi en a parlé longuement, c'est justement le fait de ne pas connaître le virus. Est-ce qu'aujourd'hui, une année plus tard, on peut dire qu'on connaît le virus? Oui, on connaît certains aspects de mieux en mieux, mais à l'heure actuelle, c'est surtout... C'est un peu compliqué quand même de dire qu'on le connaît, d'autant plus qu'on parle de mutation. Mais je préfère dire qu'on découvre encore plus. Mais c'est surtout sur les aspects immunitaires, de réponse immunitaire à ce virus-là, cette infection-là qui
qui fait l'objet de beaucoup d'études, notamment par rapport à la durée de l'immunité conférée justement par les vaccins, qui fait appel à des connaissances sur le plan immunitaire. Tout ça, il y a des travaux très très intenses actuellement, et je pense que nous aurons des idées plus précises à l'avenir. Même si, par exemple, on sait qu'il y a une réponse immunitaire hétérogène qui dépend des individus, mais il n'y a pas une réponse standard. Et ça doit faire l'objet d'un recul, parce que toutes les études actuelles ont l'inconvénient d'être publiées rapidement, étudiées rapidement en plein temps. Il faudra attendre ces études-là, qui vous les mettent en analyse, qui vont porter sur une plus large échantillon et qui vous donneront un aperçu réel sur l'épidémie plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le variant qui vient d'être découvert en Algérie? Alors on a 8 cas, c'est ça, qui ont été détectés. Qu'est-ce qu'on sait sur le nouveau variant? Ben, probablement on aura encore plus, parce que pour ceux qui connaissent les virus respiratoires qui travaillent dans le labo, ce n'est pas un phénomène inhabituel. Les virus respiratoires changent parce qu'il y a telle une pression sur eux qu'ils échappent à cette pression pour avoir un gain en termes d'évolution. Et ces variants-là, ce qu'appelle l'OMS les variants préoccupants, parce que c'est des variants qui ont acquis des capacités que n'avait pas le virus à l'origine, la souche, c'est-à-dire qu'ils transmettent plus vite pour le variant britannique. Ils ont une capacité de se lier aux cellules humaines. Vous avez des variants qui ont été décrits pour générer des réponses immunitaires moins efficaces que par rapport à la souche originale. Tout ça est en train de prendre en considération par les différents producteurs de vaccins pour dire, d'ailleurs on le dit, que les vaccins sont toujours efficaces. Et je pense que la réponse immunitaire restera toujours efficace si on est bien immunisé. Et immunisé, ça veut dire bien vacciné. Quel est le protocole appliqué aujourd'hui par rapport à ce variant? Est-ce qu'il y a un protocole qui a été établi pour éviter sa propagation? Oui, alors actuellement, dans le comité scientifique, on est en train de revoir, de formaliser la stratégie, c'est de revoir certains tests PCR pour arriver à cribler le virus au départ, c'est-à-dire avoir des détections sommaires, et ensuite envoyer vers les centres de référence à Pasteur pour dire ce variant. Mais ce que principalement à transmettre à la population, c'est que, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais c'est les mesures barrières habituelles qu'il faudra respecter pour éviter d'aller vers une épidémie due à ces nouveaux variants, parce que dans peu de temps, nous n'aurons que ces variants circulants. Oui. Professeur Mahiaoui, sur la même question, alors le variant anglais est connu justement pour sa contagiosité. On a l'impression aujourd'hui justement avec la stabilité qu'on voit au niveau de nos hôpitaux que les gens baissent la vigilance. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui justement pour éviter que ça se propage, et puis aussi pour venir à bout des quelques foyers qui restent? Parce qu'il faut le dire, le virus n'est pas partout aujourd'hui. Effectivement, l'avènement de variants, on l'attendait en Algérie à un moment ou à un autre. Comme est rentrée la Covid-19, le variant devait arriver à un moment ou à un autre, vu le mouvement des personnes entre l'étranger et chez nous, etc. Donc on s'attendait à le recevoir à un moment ou à l'autre. Et comme a dit M. Derard, c'est inévitable dans la dynamique d'un virus. Le virus, c'est un organisme vivant qui résiste, qui change, qui mute, etc. Donc c'est clair qu'il est là et on s'y attendait. Mais néanmoins, vu la situation épidémiologique stable actuellement, on a tendance à oublier que la pandémie Covid-19 est toujours présente en Algérie, elle est toujours contaminante. Donc le seul message du jour qu'on pourra éventuellement sortir de votre émission, c'est de se ressaisir et de reprendre conscience de toutes les mesures barrières, de la distanciation, le lavage des mains et le port de masque, je précise, qui est obligatoire et qui a tendance à disparaître ces temps-ci, que c'est les mêmes mesures barrières de lutte contre la Covid-19 par rapport aux variants, tout en sachant que le variant a une capacité de transmission beaucoup plus élevée que la souche principale. Donc, se ressaisir, reprendre conscience de la situation à la veille du mois sacré, du Ramadan, où réellement il faut faire très très attention, oui. Reprendre notre responsabilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un reconfinement, professeur Mahiaoui? On n'en est pas encore là pour le moment, mais je pense que, vu la situation stable actuellement, il faudra plutôt penser à se ressaisir, à remettre les mesures barrières de façon stricte et que les pouvoirs publics contrôlent très bien ces mesures barrières, d'autant plus qu'il y a l'ouverture de tous les espaces, les restaurants, etc. Donc faites très très attention à ça. Docteur Derard, vous voulez réagir sur la question des reconfinements? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les foyers? On sait le virus, voilà.
là où il est le virus? Est-ce qu'on peut penser à un reconfinement justement pour venir à bout de ces foyers? Non, je pense que le confinement est loin de nous actuellement. Vu la situation actuelle, il persiste certains foyers dans les grandes zones urbaines comme Alger, Oran, peut-être Blida, mais ça ne représente pas actuellement. On a des chiffres qui sont bien au-deçà de ce qui est dans le monde. Mais l'apparition des variants, moi je le dis toujours, est un signal qui dit l'épidémie n'est pas terminée. Absolument. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'épidémie est terminée alors que les variants sont en train d'apparaître. On doit s'attendre à d'autres variants? Les variants peuvent donner une autre dynamique de circulation au virus. Et c'est pour ça que, comme a dit le professeur... Les variants ne viennent pas forcément de l'étranger, docteur Drar. Ah non. Dans votre pays, il y a des mécanismes d'apparition de variants qui peuvent être générés dans un pays. Par exemple, si vous avez par exemple un immunodéprimé qui est infecté par le coronavirus et qui reste beaucoup dans son organisme, ça c'est un des facteurs qui peuvent générer des variants, par exemple. Oui. Docteur Yousfi, on parle dans l'actualité depuis à peu près un mois de la vaccination, du lancement justement de cette vaccination anti-Covid, mais qui peine un peu à prendre son élan, à trouver sa vitesse de croisière. Comment vous évaluez aujourd'hui ce début de vaccination? Il faut que je reste sur l'histoire du confinement. Oui, brièvement, docteur Yousfi, parce qu'il nous reste 10 minutes. Votre micro, docteur Yousfi. Le confinement, donc là, c'est parce qu'on pense peut-être à des foyers résiduels, alors on se dit... Écoutez, on n'invente rien, c'est de par le monde, le confinement, il est obligatoire lorsqu'arrive la saturation essentiellement des structures sanitaires, donc on n'arrive plus à suivre et avec une circulation très importante du virus. Là, il faut casser et avec toutes les conséquences. J'ai un psychiatre à côté de moi, toutes les conséquences. Maintenant, même dans les pays les plus développés, ils remettent en cause le confinement, les effets de confinement. Donc là, on est très très loin. On est très loin de cette situation. Il faut que l'Algérien, que le citoyen, donc, applique et fasse attention concernant les mesures barrières. On n'a pas besoin, y compris par rapport aux variants. Et on a et j'enchaîne ce que vous dites, on a cette chance, d'ailleurs je dis où beaucoup de pays nous envient, même nos voisins, situation épidémiologique très stable, et donc c'est pas avec le confinement que vous allez avoir à zéro, hein. Vous allez arriver à zéro, c'est impossible. Donc là, c'est progressivement, ça c'est la nature même du virus, et donc ça va... Mais à partir de là, on a cette situation vraiment, j'allais dire, très stable, qu'il faut profiter à ce moment-là pour appliquer les mesures barrières et la vaccination. Absolument. Et je rebondis sur la vaccination. La problématique de la vaccination, en tant qu'infectiologue, on sait très bien que l'arme, donc c'est pour mettre fin à l'épidémie ou la contrôler, c'est le vaccin, c'est dans toutes les maladies infectieuses. Mais là, l'autre problématique, c'est qu'il y a une demande importante à travers le monde et c'est pas évident d'avoir ces doses. Donc là, ça a commencé timidement. Nous attendons tous, donc, j'allais dire, un nombre plus important de doses et la population qui nous écoute ou qui attend, et on l'a dit depuis plusieurs semaines, il faut savoir que cette vaccination... Vous êtes fait vacciner, docteur Yousfi? Oui. Même si le vaccin n'est pas venu à Boufarik. Je suis parti me vacciner à Blida, et les gens comprendront pourquoi je dis. Vous étiez un peu frustré, hein, parce que la vaccination n'a pas, le lancement de la vaccination ne s'est pas fait à Boufarik. Mais c'est pas normal. Je dis c'est pas normal. Je le dis, ne serait-ce en hommage de ces équipes. Et le foyer le plus important. On aurait aimé, et c'était prévu, que la vaccination symboliquement commence à Boufarik. Elle n'a jamais commencé à Boufarik, elle a commencé à Blida, même si dans la Blida, mais j'insiste sur symbolique. Et jusqu'à maintenant où je vous parle, l'hôpital Boufarik n'a pas de vaccin. Les gens de Boufarik sont obligés d'aller ailleurs pour se vacciner. Je ferme la parenthèse. Donc là, je disais, essentiellement, il faut avoir beaucoup de doses, et donc ces beaucoup de doses vont être sur plusieurs mois. Et donc là, on va poser la question au docteur Drar. On va poser la question justement. Alors, docteur Drar, justement, nous avons reçu les premières doses de vaccin, en tout 300 000 doses, hein, très peu, me diriez-vous, surtout lorsqu'on sait que 200 000 sont un don. Alors, pourquoi on a l'impression qu'on a du mal à atteindre la vitesse qu'il faut pour être dans l'efficience? Bon, d'abord, il faut se rappeler que nous étions parmi les premiers qui ont accueilli des vaccins, donc nous étions très tôt en termes de vaccination, et donc ce n'est pas on parle plus du rythme, hein, docteur Drar. Voilà, c'est pas propre à l'Algérie, parce que si vous regardez, bon, si on ne parle pas de janvier, puisqu'on a commencé à la fin janvier,
Mais par exemple, on a commencé par certaines doses, comme vous avez dit, au mois de février 300 000. Au mois de mars, on aura plus que les doses au mois de février. Et avril, ce qui est sûr, ça c'est discuté, c'est acquis, ça sera plus qu'au mois de mars. Nous faisons en sorte que la courbe d'évolution du taux de vaccination soit toujours maintenue en hausse pour arriver à vacciner le maximum de personnes. C'est ça l'objectif principal. Et est-ce qu'on doit s'attendre à recevoir de nouvelles doses prochainement? Oui, d'ailleurs ce mois-ci, on essaye, notre objectif ce mois-ci, c'est d'essayer d'arriver à avoir 1 million de doses au mois de mars. Oui. Professeur Mahiaoui, comment être dans l'efficience justement dans cette vaccination? Docteur Yousfi disait tout à l'heure justement qu'il faut profiter de cette stabilité de la situation. Effectivement, il a raison de dire ça, et ce qui se dit à travers le monde. Augmenter la cadence d'une vaccination dans un pays, c'est aussi se protéger contre l'avènement des variants. Donc c'est clair que on sait que beaucoup de pays ont accéléré parce que la situation épidémiologique chez eux, elle est catastrophique, etc. Donc on est tributaire aussi des doses de vaccins qui vont arriver. Ça serait bien, bien entendu, au fur et à mesure, ce qu'il y a de bien et de positif. Ce qu'il y a de bien et positif, c'est que non seulement au début c'était un peu timide, les gens étaient réticents, mais maintenant la demande est de plus en plus croissante. Tous les jours, on voit que les gens adhèrent, appellent, ils veulent à tout prix se faire vacciner. Et ça, c'est une bonne chose pour la suite des événements. Ils attendent. Voilà, ils attendent. Et moyennant, Inch'Allah, on aura, comme l'a dit M. Derard, on aura très prochainement des quantités assez suffisantes pour augmenter la cadence de la vaccination, qui est, comme m'a dit le docteur Yousfi, la seule arme actuellement pour arrêter et stopper l'épidémie et la contraction du virus. Donc, restons optimistes et l'essentiel, c'est que la vaccination ne s'arrête pas et qu'elle continue à travers toute l'année 2021. Oui, il y a un point sur lequel aussi j'aimerais vous faire réagir, parce que c'est un point dans lequel nous parlons dans l'actualité également, l'actualité Covid, c'est l'après-Covid. Est-ce que vous voyez beaucoup de cas aujourd'hui, docteur Mihoub, de personnes souffrant de l'après-Covid? Votre micro, pardon, excusez-moi. Donc oui, effectivement, on reçoit beaucoup de patients, surtout les patients qui séjournent longtemps en réanimation. Après une période de convalescence où ils sont, après quand ils reviennent pour des contrôles, pour des rendez-vous, alors ils se plaignent là. Alors les symptômes varient. Certains gardent toujours une asthénie, une fatigue. Certains gardent toujours une petite gêne respiratoire. À quel moment il faut s'inquiéter? Alors nous, en général, on donne beaucoup plus de temps aux malades, temps de repos aux patients. C'est-à-dire surtout le malade qui séjourne en réanimation, après il a besoin de plusieurs jours de repos à la maison. Après, à un moment donné, si vraiment il se plaint d'un effort, c'est-à-dire à l'effort, il y a une difficulté importante à l'effort à marcher dans son appartement, à monter les escaliers. Et même après une bonne période de repos, là, on est obligé de faire des examens. Parfois, on refait même la TDM thoracique, on refait certains examens pour essayer de voir ce qui se passe. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs cas de fibrose post-Covid qui ont été découvertes. Après, le malade peut basculer vers une insuffisance respiratoire malheureusement chronique après. Oui. Voilà. Oui. Professeur Benatman, on parle des retombées donc, de cette pandémie, de l'après-Covid. Alors, il y a une étude qui a été publiée dans le NEJM, le New England Journal of Medicine, qui dit qu'en psychiatrie, 20% des patients Covid présentent des troubles psychiatriques dans les 90 jours qui suivent leur infection. Vous le confirmez ? Bon, je ne peux pas confirmer ce chiffre, c'est dans la littérature, mais effectivement, notre petite expérience, du moins les patients qui ont été hospitalisés dans mon service ou bien dans d'autres services, dans le cas de la psychiatrie de liaison, effectivement, on s'est aperçu que 2 personnes âgées de plus de 75 ans avaient présenté des troubles psychiatriques concomitamment à la tête du Covid et qu'on a eu 2 personnes hospitalisées dans nos services pour des troubles psychotiques graves et c'est venu 21-25 jours après la Covid. Ceci dit, je tiens juste à préciser que c'est très 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 important de prendre en considération la santé mentale soit dans la pandémie, soit en post-Covid. Parce que beaucoup de mes collègues, surtout de médecine de travail,
pour la réintégration des patients qui sont atteints de Covid, effectivement, ils font tous les examens pratiquement, tout revient normal. Comme elle a dit, la PCR, la sérologie, mais il y a toujours cette persistance de l'asthénie, de l'insomnie, etc. Il faut aller chercher l'ébranlement de la santé mentale parce que généralement, on a tendance à négliger et aller vers le côté... Ça peut être révélateur d'une dépression? Ben oui, révélateur de dépression. Pour exemple, on a reçu 2 malades dans le cadre de la médecine du travail. Je ne citerai pas quel hôpital, par respect. Et c'était des patients qui devaient reprendre le bloc opératoire et qui étaient des amarres. Et c'était des patients qui souffraient d'un authentique état de stress post-traumatique et que le chef de service n'arrivait pas à cerner. Et quand je l'ai vu, quand je les ai expertisés, les deux, ils souffraient d'état de stress post-traumatique en rapport avec Covid. C'est la famille qui est atteinte et non pas le personnel. Oui. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous poser on va faire un tour de table. Je vais vous demander d'y répondre brièvement. Hein. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'au bout d'une année, nous avons suffisamment appris pour être justement dans l'efficience si demain nous avons une nouvelle vague ou éventuellement une nouvelle pandémie, puisque selon l'OMS, il faudra s'habituer à vivre avec les virus? Oui, nous avons appris qu'il faut apprendre plus. Parce qu'il y a beaucoup de réflexes qu'on n'avait pas avant cette pandémie, notamment je parle du volet laboratoire, et qu'il va falloir mettre en place, il va falloir se regarder en face après la pandémie et surtout se préparer, parce que cette pandémie a mis en relief le danger que représentent les virus qui se transmettent de l'animal à l'homme, et jusqu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas ni le patient zéro ni le mécanisme de transmission. On sait que ça vient de l'animal, mais on ne sait pas jusqu'à l'heure actuelle comment ça s'est effectué. Et je pense que dans les années à venir, nous aurons des problèmes sanitaires de ce genre. Oui. Donc il va falloir bien se préparer entre guillemets. Vous nous faites peur, hein, docteur Darar. Professeur Mahiaoui, sur la même question. Ben effectivement, on n'en prend jamais assez sur les virus. Encore une fois, ce virus n'a pas encore montré toutes ses facettes. Et je crois même qu'il réserve beaucoup d'autres facettes dont on doit se préparer. Éventuellement, l'Algérie a été protégée. Il n'y a pas eu la 3e vague, mais on n'est toujours pas à l'abri. Donc, préparons-nous. On en apprend tous les jours sur les virus. À chaque fois qu'on ouvre un bouquin, un livre, une publication, on apprend des choses. Donc, d'un point de vue logistique, est-ce qu'on est mieux préparé, professeur Mahiaoui? D'un point de vue logistique, est-ce qu'on est mieux préparé? Effectivement, bien entendu, il y a des acquis d'un laboratoire A83, ça veut dire qu'on est bien préparé, qu'on a mobilisé peu de lits de réa pour avoir beaucoup de lits de réa, beaucoup de lits d'hospitalisation, des hôpitaux ont eu même, je dirais même M. Yousfi, qui a eu même des taux d'occupation qui ont dépassé les 120%. Oui. Donc ce qui fait que réellement on a été performant et j'espère qu'on sera prêt pour éventuellement autre chose. Oui. Docteur Yousfi, sur la même question, est-ce que vous pensez qu'on est dans la performance aujourd'hui? Votre micro. Votre micro, docteur Yousfi. D'une manière générale, depuis l'avènement du sida, tout le monde sait très bien que maintenant, et tous les spécialistes le disent, que les maladies infectieuses, et particulièrement donc tout ce qui est épidémie virale, donc il faut s'attendre à leur explosion, et ça c'est pas pour faire peur, mais ça c'est depuis maintenant plus de 30 ans. C'est pour plus de vigilance peut-être. Et donc c'est pour cela qu'il faut une veille sanitaire qui n'existe pas encore chez nous. Il faudrait qu'on planifie. Tout à l'heure, on avait parlé des kits de PCR, on avait parlé il faudrait qu'on planifie. On n'attend pas que l'épidémie arrive parce qu'on sait qu'il va y avoir d'autres épidémies. Si le Covid va disparaître, il va y avoir d'autres épidémies. Donc ça, c'est du point de vue stratégique. Oui. Et maintenant, on a une agence nationale sanitaire, c'est son rôle d'ailleurs, et on attend justement, de cette agence ça. Deuxièmement, il faut compter les leçons, j'ai dit tout à l'heure, de notre expérience. Et si je dois tirer une leçon en dehors de cette préparation, c'est essentiellement le problème de la coordination, de l'application des instructions et de la coordination, chose qui nous manque beaucoup. Docteur Mihou. J'espère qu'on tirera les leçons. Docteur Mihou, brièvement, s'il vous plaît. Alors, en une année, c'est clair qu'il y a eu une expérience, il y a eu quand même des leçons, il y a eu une acquisition de réflexes. C'est vrai qu'on est passé par des moments durs et douloureux, notamment le personnel soignant, mais je pense que les équipes se sont habituées à certains réflexes, à certains gestes. Ça, c'est le bon côté des choses et je pense qu'il faut rester vigilant. Parce que comme disait mon confrère, effectivement, peut-être qu'on en finira un jour avec cette Covid-19, mais on n'est pas à l'abri d'autres pathologies dans l'avenir. Absolument. Donc, voilà. Professeur Benatman, pour terminer. Alors, on dit généralement que le post-Covid va laisser place aux séquelles de la santé mentale.
Donc il faut accorder une importance très particulière à la santé mentale. D'ailleurs, c'est l'OMS qui le préconise, l'année 2020-2030, c'est l'année de la santé mentale privilégiée en privilégiée. Oui. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.